voit le président Zelensky. Son homologue russe, lui, on a commencé à le dire, se trouve donc en ce moment en Chine pour une visite d'État avec son ami éternel Xi Jinping. Journée suivie sur place par Justine Jankowski pour LCI. Eh bien aujourd'hui, les deux pays ont donné un spectacle d'unité. Par l'image d'abord, la Chine a accueilli son voisin russe en grande pompe. Xi Jinping l'accueillait place Tiananmen avec tapis rouge, fanfare, tirs de canon. Et puis cette unité, on la ressent aussi dans les mots choisis par les deux chefs de l'État dans leur déclaration conjointe. Vladimir Poutine affirme que la relation qui unit son pays à la Chine assure la stabilité dans le monde. Xi Jinping, quant à lui, assure que cette relation, eh bien, elle est propice à la paix. Vous le voyez, les deux régimes se serrent le coude. C'est en tout cas le message qu'ils veulent envoyer au reste du monde, même si la Chine, elle, marche un peu plus sur une ligne de crête. Parce que si ce partenariat, il est stratégique pour Xi Jinping, il est très important, il sait aussi que s'il intensifie encore son soutien envers la Russie, eh bien, il risque de compromettre sa relation avec l'Occident. Une séquence, par exemple, qui illustre très bien cette bonne humeur apparente. Regardez Vladimir Poutine, comme à la maison. Excusez-moi de parler trop longtemps et de ne pas laisser le traducteur traduire. Je me sens vraiment comme à la maison ici, donc j'ai décidé que tout le monde parlait russe. Ouais, c'est sur le tellement fond, sympa. Sur le fond, surtout ce qu'on retient, c'est qu'ils disent que l'axe Moscou-Pékin apporte stabilité et paix. Et franchement, là, on n'arrive plus à comprendre, quoi. On est sur une autre dimension. On évoquait au début de cette émission le concept de cynisme. Je veux dire que quand je lis le communiqué officiel conjoint, on atteint là des sommets en termes d'hypocrisie, avec en plus des formules parfaitement lénifiantes. Je ne résiste pas au déplaisir de les citer. L'axe Pékin-Moscou est un facteur de stabilité et de paix, vous le disiez, mais il est encore beaucoup plus fort après. La Chine est prête à travailler avec la Russie pour soutenir l'équité et la justice dans le monde. Ensemble, nous soutenons les principes de justice et un ordre démocratique mondial. Les mots n'ont évidemment plus aucun sens. Cela posé, il faut nuancer un peu cette euphorie apparente et la félicité que manifeste Vladimir Poutine dans la séquence qu'on vient de regarder. Parce qu'il ne peut pas ne pas savoir que plus que leur soutien à leur allié russe, les Chinois sont obsédés par le maintien d'une forme de stabilité économique qui leur permette de réamorcer la pompe de leur croissance, qui a été un peu affaiblie ces temps derniers, et que par exemple, contrairement à ce que dit la Vulgate officielle, les menaces venant des États-Unis, sur le système bancaire, par exemple, sur les sanctions qui pourraient être musclées, ont un impact. Et donc, les Chinois sont dans une situation un peu étrange, sur une ligne de crête assez étroite. Ils jurent leur grand Dieu qu'ils ne fournissent pas de matériel létal, meurtrier, donc militaire pur et dur. Et ils laissent supposer que oui, peut-être, il peut y avoir des échappatoires ou des contournements sur ce qu'on appelle du matériel à double usage, qu'il s'agisse de composants électroniques, de machines-outils, etc. Et donc, ils doivent continuer de cultiver, eux, leur ambiguïté stratégique pour ne pas non plus compromettre la destinée de leur économie. On va regarder un autre extrait du communiqué parce que dans le même esprit, voilà, stabilité, paix et surtout pas d'escalade. Pékin et Moscou nous jugent nécessaire d'éviter toute décision de contribuer à la prolongation des hostilités. Les Russes ont qu'à arrêter de frapper l'Ukraine et à une nouvelle escalade du conflit. C'est vrai, Samantha, ce que dit Vincent sur l'apparence des choses, parce que depuis plusieurs semaines maintenant, en réalité, les échanges entre les deux pays baissent parce que ces sanctions américaines dont on parle, ou ces menaces de sanctions américaines, notamment vis-à-vis des banques chinoises, elles fonctionnent. Oui, mais là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est tout le contraire. Au-delà du symbole, il y a eu des phrases très très fortes qui ont été prononcées. Aussi dans le communiqué, j'ai aussi soutenu que la Russie et la Chine sont déterminées à défendre leurs intérêts légitimes et que la Chine est prête à soutenir la Russie dans son désir de défendre son territoire contre toute ingérence étrangère. Et aussi, alors je ne me rappelle plus de la formule exacte, mais d'aider la Russie à défendre ses intérêts géopolitiques. Donc si vous voulez, là c'est très fort. En plus, là, le symbole aussi très fort, c'est que Poutine est allé
à Pékin avec son ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et son nouveau ministre de la Défense, Andrei Belousov. Il n'y a eu aucun représentant du monde des hydrocarbures, donc on ne peut pas du tout parler d'échange de pétrole, de gaz. C'est vraiment, ces deux hommes sont là pour parler de coopération industrielle, coopération dans le domaine des jeux vidéo, coopération dans le domaine des machines-outils. Donc si vous voulez, là, le symbole est fort et il va bien au-delà du symbole. Et si vous voulez, si la Chine voulait envoyer un message au monde pour dire finalement je vais soutenir la Russie, elle ne pourrait pas faire plus fort. Dans le communiqué, il y a aussi eu quelque chose sur la Corée du Nord qui condamne le désir des États-Unis d'ingérer dans les affaires de la Corée du Nord et de l'affaiblir. Si vous voulez, pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui est énorme. Là, on regarde des images, on digère un petit peu, mais je pense qu'on a atteint un tournant avec la Chine qui se met vraiment du côté russe. Et que ce soit en tant que grand frère qui commande ou pas, c'est finalement pas ça qui est important. Ce sont les déclarations qui sont importantes. Alors on le disait, la Chine, elle a baissé drastiquement ses échanges avec la Russie depuis quelques mois. Malgré tout, le boom des échanges entre les deux pays reste spectaculaire. Et en Russie, on le voit à chaque coin de rue. Enfin, vous nous le direz certainement mieux encore, Jérôme Garraud, depuis la Russie justement. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'elle saute aux yeux, cette présence des produits chinois ? Oui, alors on prend un exemple avec la voiture chinoise. C'est vrai qu'on en voit beaucoup plus dans la rue à Moscou, mais ailleurs en Russie. Et c'est pas simplement une vue de l'esprit. On a quelques chiffres pour documenter tout ça. Avant la guerre, 8% des voitures neuves vendues en Russie étaient chinoises, contre 55% aujourd'hui. Plus d'une voiture neuve sur deux aujourd'hui vendue en Russie est chinoise. C'est considérable. Alors vous vous souvenez peut-être, au tout début de la guerre, de nombreuses usines automobiles ont fermé, des usines européennes, japonaises. Je vous donne un exemple. À Moscou, dans la banlieue de Moscou, vous avez l'usine Renault, l'ancienne usine Renault, qui désormais a été reconditionnée pour produire une voiture, une marque soviétique ressuscitée pour l'occasion, la marque Moskvitch, c'est pas facile à dire. Et toutes ces voitures sont assemblées avec des pièces chinoises. C'est un cas assez intéressant, l'automobile, parce que autant les sanctions occidentales ont été jusqu'à présent plutôt bien absorbées par l'économie russe, autant ces sanctions ont eu un effet dévastateur sur l'industrie automobile russe, dont la production s'est effondrée de 60%. Donc aujourd'hui, la Russie contre la Chine, à la fois pour la vente et pour la production, vous avez des milliers d'emplois en jeu. Là, on parle beaucoup de la voiture parce que c'est quelque chose de très visible, mais plus largement, vous avez une dépendance croissante de l'économie russe aux technologies chinoises, et c'est un sujet qui va être de plus en plus brûlant dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Jérôme, en direct de Moscou avec Vincent Pierron en face de vous pour la caméra. Alors, ce qui est évidemment intéressant à noter, Pierre Servan, si on en est là en Russie, c'est parce que l'industrie russe ne fabrique plus que ne travaille plus que pour le secteur de la défense, au fond. Elle est mobilisée à 100%, et on voit la conséquence ici sur le reste de tous les produits manufacturés du quotidien. Oui, exactement. Et puis cette tendance ne va faire que s'accroître, parce que dans l'esprit du mage du Kremlin, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, la perspective guerrière et la volonté de mettre son État en position d'économie de guerre, mais encore plus profondément, est faite pour durer. Ce qui, entre parenthèses, montre que par rapport à l'Ukraine, la volonté de conquête complète de l'Ukraine demeure dans l'esprit de Poutine intacte, mais la volonté éventuellement d'aller plus loin est aussi présente. Mais j'aurais faire deux remarques. La première, c'est que quand on voit la nature des échanges, et Jérôme Garraud finalement introduit cela, vous avez entre la Chine et la Russie le même type d'échange qu'il y avait jadis entre les colonies et les pays européens qui étaient colonisateurs. Les colonies fournissaient de la matière première et les pays colonisateurs fournissaient des produits manufacturés. Vous avez exactement la même situation aujourd'hui, le même type de dépendance. La Russie a été incapable de créer de la valeur, de créer des produits manufacturés véritablement exportables, et donc vend à vil prix son énergie. Et la Chine vend des machines-outils, des produits finis. Donc même type de dépendance. Seconde remarque, pour rebondir sur ce que disait Samantha, bien sûr, presque physiquement, on voit Xi, qui fait deux têtes de plus que Poutine. On voit bien le rapport de force. On connaît les ambitions chinoises, et on se dit finalement l'objectif stratégique chinois, c'est de racheter la Russie en discount dans quelques années. Donc il faut à la fois la soutenir, mais pas trop. Bon, bien sûr, il y a cette ambiguïté. Mais ma conviction, c'est qu'il y a une vraie vision stratégique entre les deux pays, avec une tactique pour remplir cette stratégie. Cette stratégie, c'est véritablement
promouvoir dans le monde entier le pseudo-modèle démocratique de ces deux régimes totalitaires. Ça, c'est vraiment la vision mondiale. Pour les Russes notamment, c'est chasser de Méditerranée les Américains. Pour les Chinois, c'est de chasser du Pacifique les Américains, en tout cas notamment la mer de Chine méridionale. Donc ces objectifs sont communs, avec deux tactiques différentes. Pour le Russe, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. J'écrase tout, je fais tout péter. Et du côté de la Chine, j'avais déjà écrit cela, c'est la stratégie de jade. Le jade, c'est une pierre semi-précieuse, bleue, très dure, et avec des veinages à l'intérieur. Et les artisans chinois travaillent le jade depuis 4000, 5000 ans avant Jésus-Christ, en sachant que pour arriver à faire un Bouddha ou un brûle-parfum dans du jade, il faut épouser les formes et les veines du jade. Eh bien, les Chinois font la même chose avec nous. Ils savent que le jade européen occidental a des veines, qu'il ne faut pas le faire claquer là où ça nous gêne, mais l'objectif final, avec une autre approche plus douce, plus subtile, à la pointe sèche, c'est d'arriver au final à avoir un Bouddha, un brûle-parfum comme Pékin veut l'avoir. Donc l'objectif stratégique est le même. La méthode, l'éléphant dans le magasin de porcelaine ou la stratégie de jade diffèrent, mais véritablement les deux sont complètement alignés. Et c'est très important pour éviter des erreurs de posture face à la Chine. Je pense à des événements récents folkloriques en France, etc. Il faut faire très attention à bien comprendre qu'en face de nous, je l'ai dit aussi, nous avons un adversaire déterminé. Pas de la visite de Xi en France. La visite de Xi en France avec l'épisode dans les montagnes, dans la brume, etc., qui était complètement décalé. Et juste pour terminer, les Chinois ont une vision circulaire de l'histoire, contrairement à nous, qui est une vision linéaire. Xi est persuadé que la Chine est la puissance dominante pour les 50 ans, voire le siècle qui vient. Il est absolument convaincu de cela. Et il mettra tout en ligne pour y parvenir, avec plus de subtilité que Poutine, mais sur la détermination, la vision et le projet idéologique, il n'y a pas une feuille de papier entre les deux hommes.